Il y a toujours cette notion de zone. Ça veut dire quoi finalement des zones en triathlon? En fait, une zone d'intensité, c'est tout simplement ce qui va découper les intensités du minimal au maximal. Par exemple, l'intensité minimale, ce serait une intensité d'échauffement où on est vraiment cool. Et l'intensité maximale, c'est soit au moment où ton cœur bat le plus vite possible, là c'est le maximum cardio, donc on divise en 5 zones d'intensité. Soit carrément après, il y a aussi la vitesse et les watts, on peut sprinter et l'information de cardio est pas importante, mais donc il y a 2 zones supplémentaires pour les watts et la puissance qui sont donc la 6 et la 7. Donc on a un total de 7 zones d'intensité, mais pour l'effort en triathlon, on va se concentrer sur les 5 premières qui sont dédiées à la fréquence cardiaque. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de la saison Préparer son premier 73 et j'ai l'honneur d'être accompagné par Fred Belot parce que on vous a donné plein de conseils sur le 73, comment essayer de s'entraîner, comment se nourrir, mais on vous a jamais dit à quelle allure le faire. Et moi quand j'ai vu courir ce matin Fred, là on est samedi, je l'ai vu courir, je me suis dit mais à quelle allure finalement il court? Déjà pour commencer cet échange Fred, comment tu te sens aujourd'hui? Eh ben ça va super, comme tu le dis, on a fait une bonne petite course à pied ce matin, ça met en jambes, donc chaud pour ce podcast. Bon bah Fred, on a vu un petit peu, comme je le disais en intro, toutes les particularités de ce 73 et on a souvent échangé quand même. On a débattu entre nous aussi sur le sujet du dernier épisode, ce qu'on voulait apporter aux auditeurs et aux auditrices. Finalement, pourquoi c'est si important pour toi d'aller chercher une zone, une allure à cibler sur un 73? En fait, c'est crucial tout simplement pour être sûr d'arriver au bout de la course et pas exploser en vol. Donc en fait, une des règles d'or qu'on a à un moment évoquée aussi sur un autre épisode, c'était la régularité pendant la course et la gestion des allures. Donc la gestion de l'effort. Et il y a plusieurs indicateurs, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc je pense que ça vaut le coup de développer et d'apporter un maximum d'informations aux auditeurs. Je le rappelle, Fred, tu es vraiment notre sportif de haut niveau avec ton passé même olympique. Les auditeurs, j'en suis sûr, là, on est au 5e épisode, ils ont commencé à chercher un petit peu plus ton CV. Et tu mets vraiment toutes tes compétences, ton expertise au service des athlètes à travers My Tribe Coaching et I Do Sport. Et à chaque fois, je te challenge un peu. On le voit aussi un petit peu chez toi derrière. C'est qu'il y a toujours cette notion de zone. Ça veut dire quoi finalement des zones en triathlon? En fait, une zone d'intensité, c'est tout simplement ce qui va découper les intensités du minimal au maximal. Donc, par exemple, l'intensité minimale, ce serait une intensité d'échauffement où on est vraiment cool. Et l'intensité maximale, c'est soit au moment où ton cœur bat le plus vite possible. Là c'est le maximum cardio. Donc, on divise en 5 zones d'intensité. Soit carrément, après, il y a aussi la vitesse et les watts. On peut sprinter. Et l'information de cardio est pas importante, mais donc il y a 2 zones supplémentaires pour les watts et la puissance qui sont donc la 6 et la 7. Donc on a un total de 7 zones d'intensité, mais pour l'effort en triathlon, on va se concentrer sur les 5 premières qui sont dédiées à la fréquence cardiaque. On va rentrer dans le détail, comment calculer ces zones, est-ce qu'il existe des tests, plein de questions que je vais vouloir te poser et aller creuser justement avec toi. Ma première question, le triathlon, c'est quand même 3 sports. Au final, lors de l'épreuve, c'est comme si on n'en pratiquait qu'un. Cette notion de zone, elle existe dans chacun de ces sports? Oui, tout à fait. En fait, à partir du moment où il y a une vitesse, une allure, où tu développes de l'énergie, de la puissance, tu peux quantifier ça en fait en découpant ton degré d'investissement, ton degré d'intensité, ton engagement, ta puissance. Et donc, on divise ça en plusieurs zones. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, au fur et à mesure des différents tests qu'on a fait, on s'est aperçu qu'au plus ton effort est intense et au plus les substrats énergétiques utilisés vont s'orienter vers les glucides. Et au plus tu vas doucement,
Et au plus, les substrats majoritairement utilisés sont les lipides. Et ça, c'est important pour la gestion de l'énergie, la gestion de la nutrition, mais c'est aussi important pour savoir le curseur, où est-ce que je le mets dans ces 5 zones d'intensité pour être sûr de faire un effort de 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et là, en l'occurrence, pour le triathlon L, ça va de 4 heures à 8 heures. Donc, en fonction de ce qu'on estime pouvoir être capable de faire comme temps d'effort, on se dit, OK, là, c'est 6 heures d'effort. Donc, je vise telle intensité parce que je sais qu'à telle intensité, je peux tenir ce temps de soutien d'effort. C'est vrai que ce que tu nous dis, ça fait lien avec la nutrition finalement, parce que tu dis les zones, en fonction de la zone dans laquelle on vient travailler sur une filière. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à nos auditeurs qu'on avait fait un épisode avec ton associée Charlotte, justement sur ce sujet. Vraiment, on est rentré dans le détail de cette partie-là. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, Fred, j'avais une question à te poser, c'est que on va prendre l'exemple de la course à pied, on parle d'un Alpha Ironman, un 73, on a déjà défini tout ça dans le premier épisode tous les deux, mais c'est l'équivalent d'un semi-marathon. Est-ce que la zone que je cible sur un semi-marathon à sec, c'est la même zone que je vais aller cibler sur un 73 ? En fait, ça pourrait, parce que on est sur la même distance, mais il ne faut pas oublier que là, on parle de temps d'effort, comme on l'a dit à l'instant. Un temps d'effort sur un semi-marathon, c'est 1 heure pour les meilleurs, et ça monte bien à 2 heures, voire 2 heures et demie, 3 heures, etc. Et sur un triathlon, non seulement il y a déjà le vélo et la natation, donc qui sont à ajouter dans ce temps d'effort, et en plus, on va souvent courir un petit peu moins vite. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et il ne faut surtout pas se tromper, parce que la fin de la course à pied, elle est cruciale, et c'est là que c'est le plus dur, en fait, de maintenir l'intensité, de maintenir l'effort. Donc, tous les efforts supplémentaires en trop qu'on aura fait en début de course, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va les payer. Okay. Et on peut les payer très cher, voire même à un moment donné être obligé de marcher. Et dans le pire des cas, je noircis un peu le tableau, mais abandonner la course parce qu'on est parti trop fort, par exemple. Ça fait sens avec ce que je voulais dire. Et j'allais dire, on va se mettre la pression un petit peu tous les deux parce que c'est le moment de maintenir nos auditeurs, parce que finalement, on est là, on veut donner ce conseil-là sur ces zones, et on va rentrer dans le détail, comme je disais, sur les tests, etc. Mais peut-être qu'il y a des auditeurs et auditrices qui se disent « Oui, mais finalement, à quoi ça sert de déterminer les zones ?» Donc là, déjà, tu mets un petit peu un point dessus. L'abandon, c'est quelque chose qu'on ne veut pas aller chercher sur ce premier 73. On dit souvent que partir trop vite, ça a un impact. Partir trop doucement, on a cette frustration. Finalement, toi, quand tu parles avec un athlète, avec ton expérience de coach, qu'est-ce que tu vas chercher ? Pourquoi tu l'amènes à aller chercher ces allures et se questionner sur ça ? Est-ce qu'il y a une partie psychique, physique ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Déjà, ça rejoint tout simplement la planification d'entraînement. Puisque là, on parle de la course, c'est vrai, c'est le sujet aujourd'hui. Bien gérer son allure de course, la gestion de l'effort pendant la course. Mais il y a aussi gérer toutes les intensités pendant la préparation. Donc la préparation du développement général, où on essaye de justement rester bien en dessous du premier seuil, donc c'est-à-dire sur la majorité du temps, donc zone 1 et 2, et de faire de temps en temps un peu d'intensité au-dessus du deuxième seuil, donc 4, 5, 6, 7. Et là, tu te rends compte quand tu as dit ça que si tes seuils ils sont un peu approximatifs et que toutes tes séances d'endurance, donc la zone 2, tu les dépasses et tu vas atterrir en fin de zone 3, ça va marcher 1 semaine, 2 semaines, et en fait, tu vas finir soit dégoûté, soit en surentraînement, en tout cas beaucoup trop fatigué pour être capable de maintenir la préparation sur le long terme. Et on l'a dit dans un autre podcast, c'est un sport de patience, d'entraînement de long terme, un sport d'endurance, donc il faut durer. Et là, on a un exemple de mauvaise gestion, et du coup, on ne peut pas durer sur le long terme à l'entraînement. Le but, là, nos auditeurs, ils sont en train de se questionner. Nous, on parle de zone. Tu dis que c'est super important. Tu parles de zone 2. On voit qu'il y a un impact si potentiellement on ne respecte pas assez ces zones-là. Donc là, je me dis, moi à ma place, je me dis, ce serait quand même intéressant que je définisse mes zones. On parlait de la séance qu'on a fait ce matin. Tu vois, je me dis, dans quelle zone je suis. Mais finalement, comment je les définis, ces zones-là ? Ouais, voilà, c'est la première question finalement à se poser. Maintenant qu'on a conclu que l'importance des zones était à la fois pendant l'entraînement
et pendant la compétition pour vraiment pouvoir planifier des séances soit d'endurance, de long terme, non-stop, soit des intervalles training ou des séances de fractionnés. Donc, la réponse à la question, c'est des tests, tests d'évaluation. Il y a énormément de tests possibles et imaginables, du plus simple au plus complexe à mettre en place et du plus approximatif au plus précis et au plus coûteux la plupart du temps. L'avantage des tests simples à mettre en place, c'est que tu peux les reconduire régulièrement dans ta préparation pour suivre tes progrès. Et ça motive, ça met un petit peu la pression, mais il ne faut pas. C'est vraiment en fait des points clés à des moments. Ça peut être tout simplement donc, des tests de VMA, vitesse maximale aérobie. Okay. Ça peut être des tests de FC max, de FC seuil, de FTP. Tout ça, tous ces mots un petit peu liés au profil de performance de l'athlète, on peut les retrouver sur iDo. Et en fait, une fois qu'on a fait tous ces tests, et on va revenir après sur le déroulement de ces tests, une fois qu'on les a fait, on peut renseigner notre valeur de référence. Et à partir de là, toutes les séances qui vont chercher cette valeur de référence, elle va adapter les intensités de la séance. Et par exemple, si tu as 5 fois 3 minutes à faire à Z4 ou à 85% de ta VMA, ou à 90% de FC max, tes valeurs elles sont à jour, tu as fait tes tests et au moins tu es sûr que l'entraînement étant parfaitement calculé et planifié, tu seras dans la bonne zone d'effort. Et tu sais à quel point, quand on a nos discussions passionnantes ensemble sur le triathlon, l'entraînement, tout ce qui se cache derrière, et c'est pour ça qu'on collabore ensemble en partie, je crois énormément à ce que vous proposez avec iDo sur le plan d'entraînement. Limite, j'ai envie de dire, moi je l'appelle automatisé, mais il y a plein de termes qu'on pourrait utiliser. C'est pour ça que je voulais le proposer à nos auditeurs sur l'intégralité du podcast, mais parce que je suis persuadé de son impact. Finalement, les tests, ils sont mis en place dans ces préparations-là ou pas ? Ouais, tout à fait. En fait, on a même plusieurs tests suivant la durée du plan. Sur un plan qui va durer 3 mois, il y a des tests en course à pied et en vélo en début de programme, mais qui vont être en fonction de la durée, puisqu'on va aller chercher des valeurs directement en lien avec la course. Okay. Donc, notamment la FTP, puisqu'on est très proche de l'allure de course, et la FC seuil. Avec ces deux tests, FTP et FC seuil, donc FTP c'est la puissance, utile pour le vélo. La FC seuil, ça va être très utile donc, pour le vélo aussi et pour la course à pied. Et avec ces valeurs, on va pouvoir calculer toutes les intensités des séances du plan sur ces 3 mois. Si on a un plan qui va durer plus longtemps, on va avoir l'occasion et le temps de développer d'autres qualités, notamment la VO2 max. Donc, on va aller chercher des allures au-dessus de FTP, au-dessus du seuil. Et dans ce cas, on va mettre en début de programme de 6 mois des tests visant à déceler, donc à détecter la FC max, la PMA et la VMA, qui sont des valeurs maximales aérobie et qui servent de valeur de référence pour des séances d'intensité proches de VMA, proches de PMA et proches de FC max. Donc je me rends compte finalement, tu nous le dis, c'est vraiment quelque chose, et c'est là où ça fait sens, c'est que ce dernier épisode, on a décidé de le placer ici parce qu'on se dit, voilà, c'est les allures de course, mais en même temps, tu me dis, voilà, les zones et les tests sont placés dès le début de la préparation pour éviter les blessures, bien travailler, et puis on le verra peut-être pour mettre en confiance l'athlète à un moment donné quand la course se rapproche. Maintenant, j'ai envie de me dire, j'ai envie de comprendre ce que c'est tous ces tests. Si on parle simplement de la course à pied pour commencer, Fred, c'est quoi le test ? C'est quoi la réalité terrain quand toi, tu es coach ? Et là, qu'est-ce que tu as envie de partager à nos auditeurs sur ce test-là ? Alors, on va essayer de balayer un peu tout ce qui se fait en termes de tests. Donc on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs types. Le plus précis et le plus onéreux, c'est vraiment le test en labo avec un masque. Grâce au masque et grâce à la prise de lactate, c'est-à-dire on prend un échantillon de sang à peu près à tous les paliers pour savoir vraiment quelle est l'intensité d'effort de l'athlète. Donc avec le masque sur le visage, on peut capter le CO2 et l'oxygène qui sont inhalés et expirés par l'athlète. Donc okay. On a un coefficient respiratoire. Et en suivant la courbe de ce coefficient respiratoire, on sait à quel moment il va y avoir un décrochement ou alors au moment où le coefficient respiratoire va être égal à 1, en général, c'est qu'on est proche du deuxième seuil. Voilà, c'est des petites indications. Et ensuite, ce qui est
bien connu aussi et qui commence à arriver sur les tests de terrain et que certains coachs peuvent utiliser carrément sur le terrain, c'est les tests de lactate. Okay. Donc ça, c'est aussi en labo. C'est un échantillon de sang. Donc là, on est sur de la belle précision déjà. Et on peut avoir le taux de lactate sanguin au moment où l'athlète il est en train de faire son test sur tapis roulant ou sur vélo. Et grâce à ça, on a un barème et on voit l'évolution des lactates sanguins. Et on sait que passer à peu près 4 millimoles, même si voilà, ça dépend un peu des athlètes, mais on voit l'évolution. Et quand il y a un gros décrochement, en tout cas, on sait qu'on est proche du deuxième seuil. Okay. Et ça permet donc d'avoir une valeur ultra précise avec une fréquence cardiaque associée à ce point-là. Donc, par exemple, on regarde, ok, là, il y a un décrochement, il est à combien de pulsations cardiaques? Donc ça, c'est l'AFC seuil. Combien de puissance? Ça, c'est la puissance au deuxième seuil. Éventuellement, on fait aussi après des extrapolations sur la suite du test et on a la PMA, la VMA et la FC max. Mais là, on a au moins ce moment-là qui nous donne les valeurs du seuil. Et on a aussi le premier seuil avec d'autres valeurs plus basses et des décrochements un peu moins visibles. Mais on a une indication sur ce deuxième seuil. Et donc là, on parle de seuil, on parle de max. Grâce à ces seuils, on a la zone 1-2, ensuite la zone 3 et ensuite la zone 4-5 okay. qui sont séparées donc, par ces seuils. Et pour le triathlon L, donc par exemple, pour rentrer tout de suite dans le concret, normalement, suivant le niveau, on est soit proche du haut de la Z3, donc juste en dessous du deuxième seuil, ça c'est pour les experts, soit on descend un peu pour assurer le coup, et puis parce qu'on manque d'expérience, et on se rapproche un peu plus de l'endurance, quand même, pour des efforts de 8 heures et des débutants en triathlon, on va rester en endurance, donc on est plutôt proche du premier seuil. Ok. Et donc pour finir sur ces fameux tests, on a des tests de terrain qui servent à définir cette FC seuil et cette FTP, donc la puissance qu'on peut tenir pendant à peu près 1 heure, donc qui est quasiment la puissance au deuxième seuil. Donc le test FTP, c'est 20 minutes à bloc, avec la meilleure moyenne possible de watts. Et on extrapole en fait cette valeur en se disant si on arrive à la tenir 20 minutes, ça veut dire qu'à 80% de cette valeur, 85% de cette valeur, on a une estimation de la FTP okay. Et donc une estimation de la FC seuil aussi. On se rend compte que, et c'est ça que j'adore chez toi, tu es un vrai expert et tu connais extrêmement bien tout ce domaine-là, mais je me rappelle très bien de ce test où on devait définir notre VMA au collège, où tu sais, tu tournes autour des plots là, et tu as ton prof de sport que tu détestes parce qu'il siffle, et tu vois le plot qui se rapproche, mais en même temps qui s'en va. Est-ce qu'il y a des tests, parce que là, on se rend compte que c'est un peu tu vois, les auditeurs qui veulent aller sur leur premier 73, est-ce qu'ils sont obligés de passer par ces tests labo, ces tests vraiment très poussés, ou il y a des tests beaucoup plus simples pour déterminer sa VMA? Alors pour un débutant, honnêtement, je pense qu'on va être sur des valeurs quand même assez basses, à part s'il y a un gros potentiel de départ. Mais c'est peut-être... Voilà, chacun met le curseur de l'investissement là où il a envie, le curseur du budget aussi. Mais il y a des tests qui fonctionnent quand même, qui sont un peu moins précis, mais qui fonctionnent et très faciles à mettre en place. Okay. Par exemple, le demi-Cooper, qui est un peu la star du test parce qu'il est facile, il ne prend pas beaucoup de temps. Après, il peut être remis en question par rapport à sa précision, mais c'est un test qui va définir la vitesse maximale aérobie, donc la VMA. Et en 6 minutes, 5 ou 6 minutes, on a 5 ou 6 minutes à fond, avec la meilleure moyenne possible sur le plat. On a déjà une idée de sa VMA et de sa FC max. Okay. Alors évidemment, il faut mettre la barre cardio pour avoir... J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais toutes ces informations, en fonction du matériel qu'on a à disposition, évidemment, on va avoir un maximum d'informations. Si on a une barre cardio pour récupérer les informations cardiaques, un capteur de puissance dans son vélo, une montre GPS pour l'allure en course à pied, on a des données de plusieurs outils différents, plusieurs capteurs, et c'est quand même plus sympa. Comme ça, on peut un coup regarder plutôt la puissance en vélo, c'est ce qui est le plus pratique, et la fréquence cardiaque en course à pied, corrélée à l'allure et à l'AFC pour le vélo. Bref, on a plein d'infos et ça nous permet de jongler un petit peu et d'avoir des
des informations plus précises. Et je vais pousser sur ce test 6 minutes parce que je me rends compte, comme tu le dis, il est pas non plus sûr à 100%. Il y a des incertitudes sur certains sujets, mais c'est déjà, comme tu l'annonces, une belle première approche. Et je me rends compte en échangeant avec des gens de mon entourage qui veulent se lancer dans le triathlon, des auditeurs qui nous posent beaucoup de questions, que finalement, une fois que tu leur dis qu'il faut faire ce test de 6 minutes, et là, tu vois, tu nous dis, bah, faut faire 6 minutes à fond et on détermine la vitesse moyenne. Et après, il y a toute une partie calcul qui n'est pas complexe, mais qui se cache derrière. Qu'est-ce qui, toi, tu donnes quoi comme conseil à un athlète qui se lance sur ce 6 minutes? Parce que je pense que, bon, avec ton expérience d'athlète, peut-être que tu t'en rappelles pas de ton premier test 6 minutes, mais tu vois, le à fond, ça veut dire quoi? Je le fais dans une côte, je le fais vent de face comme ce matin, on a subi notre séance. Comment ça, tu vois, c'est quoi un petit peu ces petits conseils pour que la personne elle se dise, ok, j'ai bien fait mon test, en tout cas, j'ai mis au maximum les choses en place pour le faire? Ouais, c'est une très bonne question. Et puis là, on parle du test de 6 minutes pour la VMA, mais ça fait référence au plan IDO, par exemple, sur 6 mois. Mais si vous vous retrouvez avec un plan sur 3 mois, ça va être plutôt le test de 30 minutes, donc qui est aussi Fait presque mal. encore plus difficile à mettre en place. Ah non, il est plus Mais difficile, on Fred. a au moins, ouais, c'est vrai, j'avoue. Mais bon, après, c'est vrai qu'on a une valeur de FC seuil et une valeur de vitesse aussi au seuil en course à pied. Et c'est quand même top de pouvoir bosser avec des informations qui sont plus proches de l'allure de course que les maximales. Quoi qu'il arrive, bon, bah, j'avoue, ces tests, ils demandent un minimum d'expérience. Et au plus tu les fais sans expérience, et au plus c'est compliqué. Mais la réponse à la question, c'est lance-toi, Ouais. essaye. De toute façon, c'est vrai que sur un plan, tu es quand même un peu livré à toi-même. Il n'y a pas un coach sur le côté qui va te dire accélère, ralentis. Et à la fois, même s'il était sur le côté, si c'est la première fois qu'il te voit courir, il ne va pas savoir, à part en te regardant un petit peu, si tu vas assez vite ou pas. Il y a un troisième indicateur, enfin plutôt un énième indicateur qui peut être facile à comprendre et facile à avoir. On l'a toujours sur soi, ça coûte pas cher, c'est la respiration. Et en fait, c'est quand même un élément de réponse par rapport à savoir si on est à fond ou pas. Ok. En fait, quand on va faire un test VMA, on est quand même quasiment proche, donc on n'est pas quasiment, normalement on est proche de son allure maximale aérobie et donc son record sur 6 minutes. Et sa FC max, au bout d'une minute environ, on atteint sa FC max. Quoi qu'il arrive, on est très essoufflé, quoi. Ouais. Donc on sent qu'on n'est pas à fond. On dit à fond, mais c'est vrai que c'est pas à fond, c'est le à fond de 6 minutes. Donc on est très essoufflé, on a du mal à parler et on a du mal à sortir un mot. S'il y avait quelqu'un, par exemple, qui nous encourage sur le bord de la piste ou sur le bord de la piste cyclable, on peut sortir un merci et c'est tout. Et ça, c'est un bon indicateur. Se dit, est-ce que je vais assez vite? Est-ce Ok. que je peux parler? S'il y a quelqu'un qui arrive en VTT à côté et qui dit, alors, ça va toi en ce moment? Dis donc, il se passe bien le plan d'entraînement, Aïdou, là? Ça se passe comment? Là, tu peux pas répondre. Tu Ok. vois, c'est un bon repère. Si tu commences à dire ouais, bah ça va, là je suis en train de faire un test VMA, mais du coup je vais pouvoir affiner mes intensités, c'est cool. Comme a dit Fred et Valentin dans le podcast, je suis très content. Bon, voilà, ça tu peux pas le faire. Ouais, ça marche pas. Mais, mais c'est vrai qu'au plus tu en fais des tests et au plus tu affines les valeurs, parce qu'au plus tu te connais et au plus tu es capable de savoir directement la sensation d'effort et à quelle vitesse il faut partir. Et c'est intéressant ce que tu me dis parce que finalement, on se rend compte qu'on part de quelque chose qui est potentiellement des fois complexe. Après, on dit qu'il faut quand même quelques outils, donc on verra sur la partie vélo après. Mais tu vois, sur la partie course à pied, dans un autre épisode, pareil, on a été bon parce que c'est le cinquième, mais on a déjà parlé de pas mal de sujets pour compléter cet épisode, justement auparavant. On avait parlé de RPE, de ressenti d'effort. Et je connais très bien là, ces petits smileys. J'ai jamais envie de mettre le rouge sur l'application Aidoo où vraiment ça n'a pas été. Finalement, sur un test VMA comme ça, tu vois, on avait parlé un petit peu de ces RPE. Est-ce que je dois plus, normalement, à la fin de la séance, être le petit bonhomme vert ou plus le bonhomme rouge? Alors ouais, c'est une excellente question aussi, parce que déjà, tout le monde n'est pas capable, n'a pas eu les infos de savoir faire la différence entre le RPE, Ouais. qui est de 1 à 10, avec un chiffre, et les petits smileys.
Et c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois sur les activités sur iDo, sur les activités réalisées, et c'est un bon indicateur pour la charge d'entraînement. Donc c'est une triple bonne question. L'utilisation de cette petite jauge un peu d'intensité ressentie, elle se fait donc en 2 étapes. Sur un test comme ça, clairement, là on est à 10. Okay. Parce qu'on est sur du maximal. Et d'ailleurs, il y a un petit texte qui apparaît en fonction du chiffre. Okay. Donc de 1 à 10, ça va de facile à soutenu, à difficile, très difficile. Et à la fin, on est sur du maximal. Et comme on va chercher la fréquence cardiaque maximale et la vitesse maximale aérobie et la puissance maximale aérobie, on est sur du maximal. Donc, c'est le 10. Si tu me dis à la fin du test, tu t'es allongé par terre, tu peux plus bouger tellement tu t'es mis la misère, et donc ce qui est très bien, mais tu me dis je crois que j'aurais pu aller un peu plus vite, ça aussi ça arrive, mais en réalité bon, au fond de toi tu sais que tu es quand même au maximum, et des fois on a toujours l'impression qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. En tout cas, l'AFC, elle est au max. Et comme on l'a dit, le RPE, c'est l'ancienne échelle de Borg modifiée, simplifiée. Donc, ça réfère vraiment à l'AFC. Donc, ce 1 à 10, on pourrait mettre 50 à 190 de pulsation à côté. Si tu atteins ton 190, c'est que tu es dans le 10. Après, le petit smiley fait référence aussi à la sensation, au plaisir un peu que tu as ressenti. Est-ce que tu t'es senti en forme ? Est-ce que tu t'es senti fort ? Est-ce que tu t'es senti faible ? Est-ce que tu étais gêné, tu n'étais pas content ou tu vois, fatigué quoi. Ok. Et tu parles souvent de la fréquence cardiaque, et je me suis dit, allez, on va basculer sur le vélo, mais je me dis non, là on est encore sur un blocage qui peut être présent chez nos auditeurs et auditrices. Je me rappelle très bien des prépas marathons, de ma famille, de mon entourage, etc., où personne n'avait ceinture cardio, mais par contre on se faisait tous notre test VMA pour définir notre allure. Finalement, est-ce que si j'ai juste cet aspect allure dans un premier temps, parce que j'ai pas potentiellement la ceinture cardio chez moi, je peux quand même essayer d'aller juger un petit peu, jauger ces zones ? En fait, tu joues un petit peu avec tes armes. Donc si tu n'as pas de ceinture cardio et que le test, le plan il a commencé et que voilà, tu es à 3 mois de l'objectif, bon, moi je conseille quand même aujourd'hui la ceinture cardio pour pouvoir avoir ces informations en course, c'est quand même hyper important. Okay. Et c'est un très bon indicateur. Après, évidemment, on peut s'en passer, mais quand on parle d'allure, il faut savoir que, tu l'as dit tout à l'heure, parfois il y a du vent, parfois ça monte, ça descend. Alors le cardio, il a ses biais aussi. Des fois, ça met du temps à monter, ou des fois on est un petit peu fatigué, et il peut y avoir des petits pulses d'écart par rapport à ce qu'on avait imaginé. Mais la vitesse seule, ça a quand même ses limites. Okay. Et à part sur une piste, et là, on a carrément les chronos aux 400, les temps de passage, etc. Comme en athlétisme pur, là, presque, on pourrait avoir moins besoin du cardio. Mais en triathlon, sur les séances d'efforts longs, c'est vraiment un bon indicateur, et je conseille quand même d'investir. Maintenant, on a des marques quand même qui fournissent des capteurs cardio pour un peu tous les tarifs. Donc, okay. Voilà. Et en vélo, le fameux sujet, c'est le vélo. C'est que, on l'a déjà dit dans le premier podcast, c'est un sport qui est quand même très coûteux. Tout à l'heure, tu nous parles de watts, et là, on se dit, watts, comment on arrive à aller chercher cette donnée ? C'est une puissance, tu vas nous aider là-dessus. C'est quoi le matériel, on va dire, nécessaire pour commencer, pour définir une zone ? Est-ce que la ceinture cardio, ça suffit ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? C'est quoi un petit peu le positionnement que toi, tu as de ton expertise ? Là, clairement, par rapport à ta question précédente, sur le vélo, on ne peut pas juste se suffire de la vitesse. Et encore une fois, je mets un petit astérix par rapport à ce que j'ai dit à l'instant tout à l'heure. Si vraiment on veut mettre 0 budget, ça peut arriver aussi, cardio, capteur de puissance, etc. Il y a quand même le ressenti d'effort qui, au fur et à mesure des séances, va s'affiner. Donc, vous ne serez pas complètement démuni le jour de la course. Après, tous ces conseils qu'on donne, et là j'y pense, donc je le dis maintenant, il y a aussi un feeling, il y a aussi le ressenti, il y a aussi la respiration. Tout ça, c'est des bons indicateurs. Si vous avez que ça à portée de main, après tout, c'est déjà pas mal. Ouais, on le voit, et je pense que toi tu vas nous le partager, mais même nos athlètes pros en général, ils se rapprochent de ça presque en finalité. Tous,
on les fait passer, on dit en course à pied, vous regardez votre montre, etc. Ils disent non, que de la sensation. Donc au final, ça rejoint presque ça, quoi. Ouais, on dit souvent en course, c'est un peu ce que je dis, il faut laisser faire un peu l'artiste. L'artiste. Sacré artiste. Et je pense que ça veut dire un peu ça aussi. Et ce qu'on regarde, ce qu'on remarque, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, c'est les sensations qui guident, mais les données sont là pour rassurer, pour dire voilà, j'ai l'impression que je suis bien. Ah oui, non, je suis un peu hors des clous, je suis un peu trop vite, allez, je me calme. Ou là, j'ai l'impression d'être bien sur le vélo, ouais, je suis à 50 watts de moins que d'habitude, allez, je me réveille, quoi. Mais ça, c'est un peu des cas particuliers et ça permet aussi de se dire c'est important d'avoir les données. Maintenant, la sensation, c'est quand même important. Et je pense qu'il faut être aussi à l'écoute de son corps, de sa respiration. Il faut s'écouter respirer aussi. Et ça reste un finalement des meilleurs indicateurs d'intensité. Okay. Mais puisqu'on parlait de capteurs de puissance, j'ai pas oublié. Cette fois, je retiens la question. Et donc, je rebondis sur cette fameuse question. Et le capteur de puissance, quand même, en vélo, c'est un bel outil. Ouais. Puisqu'on ne peut pas du tout se fier à la vitesse. Donc, si vous avez un capteur cardio pour la course à pied et que vous voulez l'utiliser pour le vélo, parfait. Maintenant, on a une chance énorme en vélo d'avoir des données de puissance, donc qui sont instantanées. Et c'est vrai que c'est top de pouvoir s'en servir. Après, voilà, tout ça, c'est un choix. C'est encore une fois une question de budget, de curseur. L'investissement financier, il commence à être important en triathlon. En tout cas, si vous avez un capteur de puissance, la possibilité et la facilité d'utilisation, c'est faire un test FTP ou alors faire un test PMA au début des 6 mois du programme pour avoir des valeurs proches du max ou au max et pouvoir bosser dessus. Ensuite, quand on se rapproche de la course, faire un test FTP, donc le fameux test de 20 minutes. Et comme ça, on a une valeur proche de la FTP et on sera plus proche des allures de course. Okay. Et ensuite, pendant la course, on en parlera peut-être après, mais toutes ces valeurs de puissance, de FC, de vitesse, on va être plutôt en plein milieu de la Z3. Donc, c'est des intensités qu'on aura travaillé à l'entraînement. Donc, au-delà des grandes lignes et des grands conseils que je vais donner tout à l'heure, il y a aussi les séances d'entraînement qui vont nous servir de repères, des séances d'entraînement spécifiques qui sont dans le programme et qui servent à savoir vraiment comment on se sent à ces allures de course. Ah, c'est vrai qu'on est en accord parce que cette partie, on va la traiter dans quelques minutes. C'est vraiment le sujet que je pense on va pouvoir commencer à traiter. Mais avant, j'avais encore une question parce que je veux rebondir sur ce que tu me dis. C'est une question que j'ai souvent et tu dis, mais on ne peut pas se fier à la vitesse en vélo. Pourquoi on ne peut pas se fier à la fameuse vitesse alors qu'en course à pied, on se dit, bah voilà, j'ai mon allure. Oui, certes, ça dépend un peu du vent. C'est quoi les facteurs qui viennent influencer ça ? En fait, la vitesse, et même en course à pied, dès que ça monte, s'il y a des marches, des changements de direction, on a parlé du 70.3 de Aix-en-Provence. Là, clairement, c'est compliqué de regarder sa vitesse parce que des fois ça monte, des fois ça descend, il y a des escaliers, des changements de direction, etc. Parfois, il y a du vent aussi. Parfois, on va courir sur un sol un petit peu instable, style chemin. Tout ça, c'est des paramètres qui font que la vitesse n'est plus du tout corrélée aux conditions d'entraînement idéales qui sont, par exemple, la piste pour la course à pied ou une piste cyclable toute plate pour la course à pied. Et en vélo, tu l'as compris, entre les bosses, les cols, les descentes, voilà, tout le monde a compris facilement qu'on peut rouler à 60 km/h facile dans une descente et puis on se retrouve dans un col à 11 et pourtant voilà, ça n'a aucune influence sur aucun repère d'intensité. Et je vois derrière toi tous les logos, que ce soit Garmin, Polar, toutes les marques qu'on connaît et les montres qu'on a tous un petit peu au poignet. Elles nous affichent des zones. Et tu vois, en tant qu'utilisateur d'Aidu, il y a aussi les zones que vous utilisez. Est-ce qu'il y a moyen, une fois qu'on est utilisateur et qu'on veut définir tout ça, on a soit notre coach, soit on a fait ses tests seul, il y a moyen de venir affiner un petit peu ces zones ? Oui, tout à fait. Alors nous, pour répondre vraiment au monde que tu as mentionné, nous, on est très proche des zones d'intensité qu'utilise Garmin. D'accord. Donc un athlète qui aura une montre Garmin ou Polar, il va retrouver exactement les mêmes zones d'intensité que sur Aidu, donc ce sera très simple pendant la séance et même après de pouvoir suivre directement sur sa montre s'il était dans les clous ou pas.
Et sur iDo, donc, on a ces fameuses valeurs de référence, soit les maximales, soit celles du seuil, FC seuil, FTP, PMA, VMA, FC max, tout ça, qu'on peut mettre à jour sur son profil de performance sur iDo. Ok. Ça, c'est une première information à personnaliser. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de la natation, mais je vais revenir après. Sur iDo, il y a aussi un test de 400 mètres qu'on peut faire pour mettre à jour sa VMA natation. J'aime pas la natation, frère. Ah ouais, j'ai bien vu. J'ai bien vu que tu m'emmenais pas sur la natation. Donc, j'en profite. Je fais une petite parenthèse quand même. Il y a aussi des tests natation à mettre en place pour pouvoir évidemment savoir à quelle allure nager. Mais sur un triathlon L, surtout pour les débutants intermédiaires, la natation 1900 mètres, c'est plus de la gestion au début et de la technique que vraiment de l'intensité. Et j'y vais, je mets de la fréquence. Oui. Sauf pour ceux qui vont chercher de la perf. Mais dans ce cas-là, il y a des tests, donc test de 400 mètres pour aller chercher la VMA natation. Puisqu'en plus, en natation, plus compliqué de consulter son cardio. Et c'est là que j'allais aller challenger. Et justement, les fameuses zones, tu peux les changer dans tous les sports ? Donc dans tous les sports, sur iDo, on a un profil général qui permet de simplifier un petit peu. Donc une FC max, une FC seuil, son poids, etc. Toutes les données liées à finalement le profil général. Et ensuite, dans chaque sport, on peut détailler tous les détails de chaque sport, c'est-à-dire les watts, la vitesse et le cardio pour chaque sport. Et pourquoi on a fait ça ? C'est parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on va faire des tests, notamment en labo, des tests très précis, par exemple, c'est bizarre, mais la FC Max sur un test vélo où on va se donner, mais vraiment à fond, corps et âme, jusqu'au bout du bout, on va monter à une FC Max souvent moins élevée que la FC Max en course à pied. Okay. Donc, c'est le même cœur. On pourrait se dire, tant pis, j'utilise la même FC Max en vélo qu'en course à pied. Et pourtant, du coup, ça peut être faussé, puisque d'après les tests, c'est pas exactement les mêmes allures. Et si on veut corréler en plus la FC seuil en vélo et la FC seuil en course à pied, c'est pareil, à une puissance ou à une vitesse. C'est bien de découper vraiment chaque profil. Et c'est ce qu'on fait sur iDo. Natation, vélo, course à pied, profil général, même musculation. Comme ça, on peut avoir des valeurs de référence dans chaque sport. Et puis pour continuer à répondre à ta question, on peut aussi changer les pourcentages, puisque on peut avoir, il y a des pourcentages par défaut. Okay. Par exemple, la Z5 en course à pied, c'est 90 à 95% de FC max. Okay. Bon, c'est une valeur standard. C'est ce qu'on observe le plus souvent. Maintenant, quand on a fait un test en labo, on sait que son seuil, il est exactement à tant de pulsation, tant de vitesse. Pareil pour les watts en vélo. Et là, on va pouvoir affiner les pourcentages pour pas que ce soit du par défaut. Et on va aller affiner donc pour retomber sur ces valeurs. Et on va être sur du 85%, 86, 87, jusqu'à 94 par exemple. Et tout ça pour tous les sports, pour toutes les zones et toutes les valeurs de référence. Et pour finir sur cette partie test, Fred, on a la chance tous les deux, et on s'excuse pour les auditeurs, d'habiter dans le sud, pour ceux qui ne sont pas ici. Mais je vois, j'ai certains auditeurs qui me disent je comprends pas, j'ai fait mon test justement sur le home trainer. D'ailleurs, force à eux, parce que c'est très très dur de faire un test 20 minutes sur home trainer. Et je me rends compte que il y a des zones, etc., mais ça rentre pas du tout quand je vais rouler sur la route avec mon autre vélo. Est-ce que tu as un point d'alerte à mettre là-dessus ? Est-ce que c'est juste un problème de la personne, de l'athlète ? C'est quoi un petit peu qui se cache derrière ? Ouais, je pense que c'est important, tu fais bien de le préciser, parce que le home trainer, pour diverses raisons, il y a une petite différence de watts. Okay. Si on se réfère vraiment aux watts, puisque le cardio, là, il n'y aura pas de problème, mais si on se réfère vraiment à son capteur de puissance, avec le même vélo, le même bonhomme, le même capteur de puissance, les mêmes pédales, les mêmes chaussures, un test de 20 minutes à fond ou une séance même de PMA ou une séance de seuil, donc 4 fois 10 minutes, 10 fois 3 minutes, 5 fois 2 minutes, toutes les séances en fait vont être souvent beaucoup plus dures sur home trainer. Et ça peut aller jusqu'à 10% d'écart entre une valeur pour une séance qu'on va faire sur la route ou sur home trainer. Et donc pour pallier à ça, tout simplement, le test, c'est bien de le faire sur home trainer et sur la route. Et comme ça, on sait quelle est la différence.
Si vraiment on sait qu'on va alterner route, home trainer, on fait un test sur les deux supports. Si on a prévu faire quasiment toute sa préparation en extérieur, bon bah là, il n'y a pas de problème. Et si à l'inverse, on a prévu la faire que sur home trainer, on fait le test sur home trainer. En tout cas, il faut savoir qu'il y a des différences. Et un cas concret, je fais mon test sur la route, ok, j'ai une FTP à 300 watts ou 250 watts. Je veux faire ma séance, il pleut, je la fais sur home trainer, mais j'ai pas fait mon test sur home trainer. Ça va être compliqué d'être vraiment sur les valeurs demandées parce qu'il y a ce fameux écart de peut-être même jusqu'à 10% d'écart. Donc, ouais, c'est important de faire le test, 5-10%. Et après aussi, tant qu'on y est, on peut informer et alerter sur les watts il peut y avoir 5% même sur la route entre du plat et une bosse. Et oui. Il y a aussi ce petit delta de 5% en général, et c'est plus facile de mettre des watts dans une bosse que sur le plat par exemple. Et justement, on choisit les courses, on en a parlé dans le premier épisode, comment choisir sa course, parce que le L de l'Alpe d'Huez n'est pas non plus le L de Vichy ou de Tours par exemple, sur la partie vélo. On a compris comment définir un petit peu ces zones, on se rend compte qu'il y a différents tests, on peut y aller à, j'ai envie de dire, crescendo, quand je prends ton expertise et le recul sur ce que tu viens de nous dire. Finalement, une fois que j'ai défini ces zones, je vais chercher quelle allure, quelle zone, quelle est la zone pour mon premier 73. Ouais, ça y est, bonne question. On y est. On a fait les tests sur la route, sur home trainer. On a suivi le programme pendant 6 mois. On a fait de la haute intensité, de la préparation physique générale, du spécifique. Et là, bam, on est le jour de la course. En fait, premier conseil sur la préparation spécifique. Donc, on va dire les quasiment 2 derniers mois d'un plan d'entraînement que vous allez retrouver sur iDo. On a bossé l'allure de compète. Un peu au-dessus, un peu en dessous. Et l'idéal, l'avantage d'avoir fait ça, c'est que vous allez maîtriser cette intensité et vous allez déjà la maîtriser pour la reproduire, mais vous allez aussi savoir quel effort ça représente, quelle difficulté ça représente. Et donc, normalement, sur un triathlon L, je dirais que le repère, c'est entre le haut de la Z3 pour vraiment les plus expérimentés, les pros. Donc on est juste en dessous du seuil 2. Autant dire que pour tenir à cette allure-là, bah déjà c'est corrélé au temps d'effort. Les pros, ils courent pendant 3h30. Donc on est sur des temps d'effort beaucoup plus courts. Et forcément, ça joue aussi entre l'expérience et le temps d'effort. Ils arrivent à tenir presque à 90%, 85-90% de FTP. Et donc juste en dessous du seuil, donc juste en dessous de 90% de FC Max aussi. Et donc ça c'est pour les pros. Pour les plus débutants, on va être sur quelque chose qui se rapproche à l'inverse de l'endurance. D'accord. Et donc entre les deux, entre le haut de l'endurance et le juste en dessous du seuil pour les pros, on a tout simplement toute la Z3. Donc on va se balader sur cette Z3 et en fonction de son expérience, on se balade dans cette Z3. Donc l'extrémité haute, c'est juste en dessous du seuil, donc la fin de la Z3. Et l'extrémité basse, c'est la fin de la Z2. Donc voilà, on est vraiment sur cette zone-là, et c'est-à-dire endurance ou au-dessus. Moi, je pense que pour une première expérience, c'est bien de rester proche du premier seuil, donc proche de l'endurance. Et ça représente donc 70% de FTP pour les watts, et 80%, 75% de FC Max à peu près. Okay. En tout cas, toutes ces valeurs sont indiquées sur iDo. Donc, si vous voulez avoir des pourcentages précis, vous pouvez aller rechercher votre FC seuil, votre PMA, votre FTP, toutes ces valeurs, et vous dire, OK, moi, j'aime bien cette valeur parce que je trouve que j'ai fait mon test correctement là-dessus, et je vais chercher le pourcentage pour mon allure de course, et je sais à quelle allure je dois courir. Et en général, toutes ces allures, c'est celles qu'on a travaillées pendant les 2 derniers mois. Donc, on maîtrise aussi, et on sait si on se sent capable de tenir l'ensemble du triathlon à cette allure-là ou pas. Et c'est vrai qu'on avait commencé cette saison sur tout part d'un rêve, et on veut faire cette course. Et tu vois, on a souvent ce truc de se dire, la Z3, ça se trouve, les auditeurs, au fur et à mesure du plan d'entraînement, ils vont découvrir ce que c'est cette Z3, mais des fois, c'est la compétition, on se sent pousser un petit peu des ailes. Et voilà, on a envie d'aller jouer dans une Z4,
allez, certains hautes Z4, c'est quoi le risque si je respecte pas ces fameuses zones que tu nous conseilles? Bah, en fait, le risque métabolique, c'est de consommer un peu trop de glucides. Donc bon, tu dis, ok, bah, je vais manger un peu plus, admettons, je me suis bien entraîné à tester les produits énergétiques, donc je mange correctement. À ce niveau-là, je suis plutôt à l'aise. Donc à la limite, pourquoi pas aller faire des petits extras, notamment dans les bosses. Il y a quelqu'un qui me double, j'ai mon ego qui ressurgit là, qui me tape sur le coin de l'épaule. Allez, je me mets un peu en danseuse et je dépasse complètement les watts que je m'étais fixé. Si c'est ponctuel et si c'est sur un temps d'effort assez court, il y aura peut-être un impact à un moment donné, on va le payer, c'est vrai, mais pas trop cher. Ok. Par contre, en fait, tous ces extras, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que j'ai carrément fait n'importe quoi et dans chaque boss, je me suis mis la misère parce que je voulais me faire plaisir. Est-ce que dès qu'il y a un mec qui m'a doublé un peu vite, je l'ai accroché, je voulais pas lâcher en respectant les distances, mais je suis resté à 10 mètres parce que je me suis dit ben, j'arriverai plus vite au parc à vélo et puis mentalement, au moins je m'accroche, ça passe plus vite. Voilà, s'il y a trop d'erreurs de commises, à la fin, ça va piquer et on va payer très très cher le prix. Et comme on l'a dit en début d'émission, le risque c'est carrément de ne pas finir la course. Ok. Et peut-être pas sur le vélo parce qu'on récupère dans les descentes. Le vélo c'est un peu particulier, on a l'impression que on peut aussi en mettre un peu plus et ça va passer. Mais par contre, à la fin de la course, en course à pied, là c'est plus compliqué ouais, on va payer un peu les pots cassés. Et voilà, c'est le risque. Après, on l'a dit, il y a un rêve, il y a une envie, il faut se faire plaisir. Et puis, on va dire que le risque, c'est l'échec. Et même si ça fait peur, l'échec, euh, voilà, ça fait partie de l'expérience. Et au pire, eh ben, on en refera un. Donc, tous ces conseils qu'on a donnés, c'est pour que tout se passe bien. Si vous êtes perfectionniste et que vous voulez vraiment pas vous planter, il faut suivre tout à la lettre. Mais si vous débordez du cadre, bon, bah voilà, au pire, ben, vous marcherez sur la fin ou vous serez déçu, mais au moins vous aurez tâtonné un peu avec vos limites. Et ça fera partie d'une belle expérience et vous pourrez raconter ça peut-être 6 mois plus tard quand vous aurez réussi votre deuxième triathlon. Ça vous fera une belle anecdote à raconter sur vos erreurs de jeunesse, quoi. Et Fred, tu le sais comme moi, on le voit, c'est 6 mois avant. Tu nous le dis, il y a des tests qui sont intégrés en début de prépa pour définir ces fameuses zones. Il y en a d'autres en fin de prépa pour essayer d'aller jouer avec ça. Finalement, quand la prépa elle avance, est-ce il y a des séances à allure cible pour aller tester un petit peu son corps sur des durées déterminées? Ouais, tout à fait. Ben là, par exemple, sur un exemple de séance type qu'on va retrouver en fin de programme pour un athlète qui prépare un triathlon L sur iDo, ça va être en course à pied, typiquement le fameux 4 fois 10 minutes. Donc plutôt en haut de la Z3 pour les plans de niveau intermédiaire. Ça, c'est une séance assez classique et qui va être proche finalement de l'allure de semi-marathon. Euh, et voilà, on est vraiment dans le spécifique. On va apprendre à courir à cette allure. On va voir un petit peu ce que ça donne aussi au niveau de la vitesse de défilement, au niveau de la respiration, au niveau de la fréquence de pas. On n'en a pas parlé, mais aussi il y a des séances qui vont viser à travailler aussi sur cette fréquence de pas. C'est quelque chose qui peut être mis en place quand on est un peu dans le dur sur le triathlon. Et en vélo, ben, c'est un petit peu pareil avec des changements d'allure. Par exemple, des 10-15 minutes à allure de course. Pareil, en haut de la Z3, donc à 80, 75, 80%, 70% de FTP pour les plus débutants. Et tout ça, ça fait qu'en fait, sur la fin du programme, on est presque déjà dans la course et on apprend à enregistrer cette intensité et presque à la fin, on n'a plus besoin de capteur. Et Fred, on est en train de finir cette saison, préparer son premier 73. On est en train de finir cet épisode. Et là, je sais que avec ton expérience d'athlète, tu adores être sous pression. Tu aimes bien cette sensation-là. Aujourd'hui, tu as tout cet aspect expertise qui nous a guidés vraiment pendant ces 5 épisodes. Là, les auditeurs qui arrivent aujourd'hui avec nous sur ces dernières minutes, qui ont suivi avec attention cette saison, ils n'ont qu'une envie, c'est de se lancer. C'est quoi tes derniers mots? Pourquoi se lancer dans cette prépa 73? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui te challenge toi? Qu'est-ce qui challenge tes athlètes?
Bah ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Bah, comme on l'a dit à un moment donné, déjà le triathlon, c'est un sport formidable qui alterne 3 disciplines. Mais je trouve que le triathlon, puisque c'est le sujet, je dirais que moi, c'est presque ma distance préférée maintenant. Je trouve que à la fois, c'est long, donc on a vraiment ce sentiment d'accomplissement et d'épuisement quand on passe la ligne d'arrivée. On doit gérer la nutrition, on arrive un peu à bout de force, quoi qu'il arrive à tous les niveaux quand on franchit la ligne. Et à la fois, il y a quand même une part de vitesse. Donc avec l'expérience, on peut aller chercher de la performance, on peut essayer d'aller grappiller des minutes, on peut même aller vite, on peut dire. C'est une course qui peut aller vite et chez les pros, on voit quand même des chronos ahurissants. Et donc on est quand même sur quelque chose d'assez fin. Ok. Ok. Et pour une préparation de niveau intermédiaire, débutante sur Ironman, on va être très proche de l'endurance alors que là, sur un 73, on peut aller jouer un peu, on peut aller prendre des risques, on peut aller tenter des choses sur cette Z3. Le haut de la Z3, proche du seuil, proche de la limite qu'il ne faut surtout pas dépasser. Mais justement, hein, est-ce que la performance, c'est pas flirter avec les limites? En tout cas, ça donne des perspectives d'évolution énormes sur ce triathlon L. Et se lancer dans cette aventure, en fait, c'est mettre le doigt dans un engrenage et être sûr de passer la ligne avec énormément de bonheur et de le partager avec ses proches. Je pense que les auditeurs, ils vont se retrouver dans ce que je vais dire, mais tu es quand même bon sous pression, hein. C'est là où vraiment tu viens nous challenger et donner les meilleurs éléments. J'ai qu'une envie, c'est de partir dehors et retourner à l'entraînement. En tout cas, un grand merci Fred pour cet épisode et toute la saison. Je tiens aussi vraiment à remercier les équipes d'Aidou Sport qui nous ont accompagnés dans le cadre de cette saison. J'espère vraiment que ça te donnait envie de te lancer dans cette saison, préparer son premier 73. Franchement, si tu as encore des questions, je te mets tous les liens en description. Il y a vraiment toutes les infos et les équipes d'Aidou et de MyTribe seront là aussi pour t'accompagner. En tout cas, je te dis à très vite et ciao ciao. Salut à tous. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao ciao.